cette table ronde, hein, comme c'était indiqué sur le programme, hein, a trait à la ville événementielle et pose la question de savoir si cette ville événementielle est une ville aussi éphémère. Est-ce que l'événement, qui est par nature temporaire, hein, conduit à l'émergence d'une ville éphémère, hein, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Et derrière, évidemment, se pose la question de l'héritage. Alors, j'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde sur l'événementiel, l'éphémère et la question des enjeux de l'héritage. Et c'était une question qui, évidemment, est aujourd'hui très débattue. Et elle est particulièrement débattue en Île-de-France et à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans la mesure où, vous le savez, les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont se dérouler donc dans ces lieux. Il y a des événements qui se déroulent dans de nombreuses villes de France, et d'ailleurs pas que dans les villes, hein. On a une profusion événementielle. Certains parlent de festivalisation de la ville, avec un déploiement de festivals de différentes natures, des festivals culturels, des festivals de théâtre, des événements qui ont trait à la bande dessinée, etc. Et cette festivalisation de la ville, en tout cas ce développement de l'événementiel, peut permettre aux villes d'être plus attractives pour des investisseurs, des touristes, mais aussi elle peut permettre de produire une nouvelle image pour les habitants. Ces événements peuvent permettre par ailleurs d'allonger la saison touristique, hein, en mettant des événements en dehors de la haute saison de manière à faire rester un peu plus les touristes. Alors, ces événements sont par définition temporaires. Ils sont temporaires, c'est bien ce qui fait un événement. Un événement, c'est quelque chose de temporaire, mais en même temps, ces événements peuvent être récurrents. Hein. On a des Jeux Olympiques, en tout cas d'été, tous les 4 ans. On peut avoir des événements qui se reproduisent tous les ans, tous les 2 ans, etc., qui peuvent tourner dans différentes villes, etc. Mais ces événements qui sont par nature éphémères, même s'ils sont récurrents, dans une certaine mesure, peuvent laisser des traces. Laisser des traces qui sont des traces qui peuvent être matérielles et des traces qui peuvent être des traces immatérielles. Et ces traces, bien sûr, peuvent disparaître. Donc tout l'enjeu, c'est aussi d'organiser la sédimentation des traces, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de manière à ce qu'il y ait réellement un héritage des événements. Alors, comment l'événementiel est-il pris en compte dans l'action publique? Selon quelle modalité? Quelle relation de cet événementiel avec l'action publique? Quelle relation avec le temps long, le temps lent de la construction de la ville, le temps de la vie finalement, le temps des habitants? Ce sont des questions qui interpellent lorsqu'on s'intéresse à l'événementiel et à la question de l'héritage. L'éphémère joue un rôle dans la fabrication de l'urbain, et il est important d'identifier ce rôle joué par l'éphémère. Même si c'est paradoxal, hein, il y a des irréversibilités qui peuvent être associées à l'éphémère. Alors, les événements contribuent à faire la ville d'un point de vue matériel lorsqu'ils laissent des traces matérielles. On a de nombreux exemples de stades, par exemple, éphémères, qui sont construits et qui contribuent néanmoins à laisser des traces dans les villes, dans les lieux et même dans les mémoires des participants. Ces événements éphémères peuvent être bien sûr le fait des collectivités territoriales, mais aussi, de façon croissante d'ailleurs, le fait d'entreprises. Des entreprises que je ne citerai pas organisent des stades éphémères, par exemple à Tokyo, dans le quartier de Shibuya. Mais les événements peuvent aussi avoir des conséquences à beaucoup plus long terme sur les villes qui les accueillent, et notamment lorsqu'ils sont associés à la construction d'infrastructures matérielles importantes, et particulièrement d'infrastructures de transport. On le sait, les événements, mais aussi plus particulièrement les méga-événements, sont souvent associés à un projet
global, un projet global qui vise à transformer la ville. Alors, je ne donnerai pas d'exemple d'infrastructures matérielles qui existent encore aujourd'hui et qui étaient des infrastructures matérielles mais qui ont laissé une image particulièrement importante. Enfin, si, je vais donner un exemple d'ailleurs, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est une infrastructure matérielle et pourtant, aujourd'hui, la Tour Eiffel, elle existe certes, mais c'est aussi l'image de Paris. On a travaillé dernièrement sur cette image de Paris et on voit que la Tour Eiffel arrive de façon très importante. Donc une infrastructure matérielle peut laisser une trace matérielle, mais aussi une trace immatérielle. C'est donc sur cette thématique qui lie événements éphémères et la question de l'héritage que va porter cette table ronde. Et j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants par ordre alphabétique. Tout d'abord, Grim Evans, qui est professeur d'économie créative et culturelle. Alors, et voilà. Professeur d'économie créative et culturelle à London College of Fashion, or University of Art London, et qui est l'organisateur du réseau consacré à la recherche sur les méga-événements de l'Association de sciences régionales. Il a fondé The City Institute. Il exerce également une activité de conseil auprès d'agences nationales internationales, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO. Et il a publié un certain nombre d'ouvrages relatifs à la question de la culture et ses liens avec les villes et la fabrication des villes. J'ai également le plaisir de vous présenter à ma gauche Stéphane Fievé, qui est directeur de la culture du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est un comédien et metteur en scène qui nous a proposé de déclamer les fables de La Fontaine. Je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, c'est un comédien et metteur en scène. Et il a fondé des troupes de théâtre, des compagnies. Et il a pris aussi des responsabilités culturelles et institutionnelles, puisqu'il a été président du Conseil national du Syndéac, qui est le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Il a été délégué au théâtre au ministère de la Culture et de la Communication, directeur du Centre national du théâtre, puis conseiller spécial auprès d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, chargé des grands événements. À ma droite, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Béatrice Garcia, qui est maître de recherche en sciences de la communication et directrice de l'Institute of Cultural Capital de l'Université de Liverpool et de John Moore University. Elle travaille sur l'héritage de Liverpool, capitale européenne de la culture, qui s'est déroulée en 2008. Elle est membre du comité de sélection des capitales européennes de la culture et membre de la commission culture et héritage olympique du CIO. Ses recherches portent sur les impacts de la culture sur les régénérations urbaines, donc sur la ville, et elle a conduit de nombreuses recherches de terrain sur les Jeux olympiques d'été et d'hiver, dans de nombreux cas depuis Sydney 2000. À l'autre bout de cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Picon-Lefebvre, qui est architecte, urbaniste et professeure à l'ENSA Paris-Belleville. Elle est également membre du groupe Ville, Tourisme, Transport et Territoire du LABEX Futurs Urbains. Et elle mène une carrière qui croise la recherche et la pratique. Et ses travaux portent sur l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme contemporain, mais elle a également travaillé il y a quelques années sur les JO d'Atlanta et les JO de Los Angeles et la façon dont ils ont transformé ces villes. Et puis enfin, à ma gauche, j'ai le plaisir également de vous présenter Michel Salem-Sermané, qui est directeur général d'Efficacity depuis 2014. Alors Efficacity, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un centre de recherche et développement qui travaille sur la transition énergétique des territoires urbains. Il a par ailleurs occupé divers postes institutionnels dans les ministères, en collectivité, et y compris à l'international, puisqu'il a travaillé dans les pays en voie de développement, mais également au sein de la Greater London Authority, période durant laquelle ont eu lieu les Jeux olympiques de Londres 2012.
Voilà donc pour les participants de cette table ronde, et nous allons commencer la table ronde par les principales questions qui sont donc prévues, évidemment. Alors, première question, comment concevoir des événements qui contribuent à faire la ville aujourd'hui, tout en les pensant pour la ville de demain? Parce que les événements, évidemment, sont temporaires, mais en même temps, ils laissent une trace, et cette trace doit pouvoir être appropriée par les habitants, par les acteurs, sur le plus long terme. Quels sont les facteurs clés de succès de ces événements, de façon à ce que l'héritage soit plus important, du point de vue des infrastructures matérielles, du point de vue de leur empreinte matérielle dans la ville? Alors, qui veut commencer sur cette première question? Oui. Merci Marie. Je voulais dire d'abord que je me sens entre amis, puisque voilà, j'ai découvert autour de la table des collègues de Londres avec qui je n'ai pas échangé, mais j'ai effectivement travaillé à Londres pendant quelques années pour la préparation des JO, où j'espionnais pour le compte de la France la façon dont on peut gagner les JO, parce qu'à l'époque, la France n'avait pas encore gagné les JO. Ça a marché depuis, donc voilà, l'espionnage parfois rend des services. Je suis aussi très proche de la collègue de Liverpool, qui est une très belle ville avec, nous le savons, le plus grand club de foot du monde entier. Et nous sommes très contents d'avoir un beau match, on l'espère ce soir, presque aussi beau que le très beau match d'hier des Spurs, donc en l'honneur de notre collègue de Londres. Et je précise que Paris-Belleville est une école d'architecture qui est un des membres fondateurs d'Efficacity. Voilà, c'est pour ça qu'on est entre amis. Et pour finir, bien sûr, l'équipe des JO de Paris, Efficacity, a la chance d'être dans l'équipe de maîtrise d'œuvre du village olympique. Et donc, on contribue à notre modeste place à faire de ce village olympique un modèle en termes notamment de développement durable. Voilà, là, c'était une petite introduction. Maintenant, pour répondre à la question de Marie, je vais apporter un éclairage sur ce que j'ai vu à Londres. Qui était, c'était pas la première fois bien sûr, mais c'était une des premières fois où la question de l'héritage était au centre du projet des Jeux Olympiques. Et donc j'ai eu la chance pendant 2 ans de travailler au sein du Grand Londres dans l'équipe qui était en charge de l'héritage. Et pour moi, il y a 3 principaux facteurs de succès. Après, on pourra peut-être détailler qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, mais les 3 principaux facteurs de succès pour moi, c'est la première chose, qu'il y ait un sponsor de l'héritage. Parce que l'héritage, pour des événements aussi complexes, aussi d'une taille aussi considérable que les Jeux Olympiques, malheureusement, l'héritage n'est pas la priorité numéro 1. La priorité ou les priorités numéro 1, telles que je les ai vécues, c'est tenir les délais, tenir le budget et organiser les Jeux en toute sécurité. Voilà, c'est ces 3 priorités absolues. Et après, il y a beaucoup d'autres priorités, dont l'héritage. Maintenant, si on veut que l'héritage, sans être parmi les 3 priorités, soit quand même pris en compte de façon très significative, il faut une sorte de force de rappel permanente pour remettre au-dessus de la pile cette préoccupation. Et la façon dont ça a été fait au Royaume-Uni, je pense que c'est une façon assez efficace. C'est un peu différent de la façon dont ça se fait en France, mais voilà, il y a plusieurs façons, bien sûr. C'est de créer, de mettre en place vraiment un sponsor de l'héritage qui ne soit pas internalisé au sein de la structure ou des structures en charge de l'événement, mais qui soit une entité distincte, vraiment avec des responsabilités, avec un budget et surtout avec à la tête une personnalité qui va porter la voix de l'héritage. Et ça, c'est voilà, j'ai vécu le fait que ça a une certaine efficacité. Autre facteur de succès, rapidement, c'est le fait de prendre la question de l'héritage le plus tôt possible, évidemment, avant que toutes les décisions ne soient irréversibles. Alors, pour ce qui est de Londres, la décision a été prise de ne pas accorder les Jeux à Paris, d'accorder les Jeux à Londres en 2005. Et c'est en 2007 à peu près,
2007-2008, qu'a été mis en place un organisme vraiment chargé de l'héritage, même si, bien entendu, dès le début, on commençait à réfléchir, mais vraiment, il y a eu un organisme, une sorte de SEM, en fait, qui a été mis en place. Donc on voit, c'est pas tout de suite, mais c'est quand même très tôt par rapport à la date des JO 2012. Donc on a des années pour vraiment travailler la question. Et puis là, le dernier facteur de succès, c'est bien sûr d'associer les acteurs qui ont un intérêt à ce que l'héritage soit réussi, et en particulier les collectivités qui ne sont pas au premier rang. Alors à Londres, c'est des boroughs, c'est des sortes de communes, de grandes communes, voilà. Et donc il y en avait 4 qui étaient impliqués, et ils sont très intéressés, c'est les premiers intéressés finalement à l'héritage, et ils ont été associés de façon très étroite, voilà, de façon vraiment organique, à la co-construction du projet avec cet objectif d'héritage. Merci pour cette première intervention. Je crois que Virginie... Oui, je voulais dire que par rapport à la question, la question du patrimoine matériel est probablement aussi importante que celle du patrimoine immatériel, au sens de ce qui reste dans les imaginaires et ce qui reste dans les mémoires. Moi, je suis architecte, mais je suis aussi historienne de l'architecture. Et si on repart un tout petit peu en arrière, en 1896, sur les premiers Jeux à Athènes, qui ont été l'inauguration de l'ère moderne des Jeux olympiques, je me rappelle avoir lu que Pierre de Coubertin, très vite, n'a pas voulu céder aux demandes des Grecs à ce que les Jeux aient lieu chaque année à Athènes, parce qu'après tout, les Jeux olympiques étant une invention grecque, peut-être que ça aurait été plus simple de les faire chaque année ou tous les 4 ans à Athènes. Et je trouve intéressant cette idée, d'une certaine manière, de mêler la participation des villes dès le départ des Jeux olympiques modernes avec une espèce de projet sur la ville qui ne fait que de se développer. C'est ça que je voulais mettre un peu en avant. Ne fait que se développer parce que finalement, la plupart des villes qui répondent aux Jeux olympiques introduisent dans le projet olympique des projets qui sont des projets d'infrastructures lourds et pensent à juste titre que les Jeux olympiques vont les accélérer. Donc il y a un effet Jeux olympiques sur, on pourrait dire, le destin des villes qui est considérable, et c'est d'autant plus terrible de voir dans l'histoire des Jeux qu'un certain nombre de villes, et pas les plus petites, et Athènes malheureusement fait partie, ont complètement raté la transformation après Jeux, de la transformation, de la récupération des structures qui avaient été construites pendant les Jeux. Donc cette espèce d'équilibre assez compliqué finalement entre la volonté de se transformer en se saisissant des Jeux et puis finalement le manque d'anticipation ou le trop grand optimiste des Canadiens à Montréal, où la liste malheureusement est assez longue des gens qui ont vraiment raté la reconversion des infrastructures pour les Jeux. Bon, ça c'est une chose que je voulais dire. Merci. Il y a quelques images pour répondre à la question. On a commencé avec cette question sur comment concevoir les événements. Et pour moi, ça que toujours vient à la tête, c'est l'image classique de Barcelone en 1992. Parce que c'est peut-être, je crois que c'est la première fois qu'un Jeux olympiques a réussi à faire la ville la protagoniste, voilà, d'être tellement importante que la compétition sportive. C'était quelque chose qui n'était pas tellement évident avant de cette édition des Jeux et qui a développé, a été suivi par la croissante importance et maintenant, bien sûr, la obligation d'avoir cette dimension héritage ou legacy. Les discussions formales sur Olympic Legacy et ça qui arrive après dans les villes n'a commencé à niveau officiel jusqu'à l'année 2000-2001. Avant de ça, il n'y avait pas de régulation formelle, mais c'était une conversation qui a commencé d'une façon très évidente et qui est devenue très publique, surtout par cet exemple. Au début, ça c'est intéressant, alors me parler. Parce que bien sûr, on avait eu beaucoup de éditions de Jeux avec des villes fantastiques,
mais avec de grands problèmes à niveau financier après. Non? C'est le grand exemple de Montréal et la grande discussion d'une ville qui peut attirer ce type d'événement, mais après être en dette pendant beaucoup de decades, non? Pendant beaucoup d'années. Alors, c'est une période des années 90 où on commence une discussion différente. Et à niveau de conception, ça que c'est intéressant à discuter, c'est cette idée très simple, mais qu'en collaboration avec les architectes, mais aussi avec la planification des villes, d'avoir un des espaces sportifs au bout d'une petite montagne, dans un hill, et faire la compétition de jumping, non? Oui, la plongeon. Quelque chose qui a ce mariage parfait entre les sports et les profils de la ville où ça arrive. Et ça nous amène à une discussion qu'on aura un petit peu plus tard sur la dimension symbolique, non? Ces facteurs symboliques qui ont une traduction réelle à niveau d'impact culturel, social, économique. La dimension symbolique, c'est ça, d'avoir la capacité d'attirer les journalistes sportifs qui sont ça qui font un événement comme les Jeux olympiques, un phénomène global, avoir une capture d'image qui ne peut pas échapper les contextes où ce type de compétition arrive. Alors c'est un moment classique et important parce que maintenant, c'est évident. Et c'est évident que chaque édition de jeu aura un espace important, iconique, qui connecte avec la ville pour avoir les retransmissions. Maintenant, ce n'est pas une chose de nouvelle, mais il y avait des périodes où vraiment c'était possible de faire la plupart de la couverture médiatique des Jeux, surtout sur ce qui arrive dans les stades, non, dans le contexte de la compétition d'élite. J'ai d'autres lignes qui sont importantes au niveau des facteurs clés de succès, et c'est les contextes sur la programmation culturelle qui arrive autour des Jeux. On a parlé d'héritage et le fait qu'il y a eu des sponsors sur héritage, spécifiquement dans le contexte de Londres. Il y a une autre partie de la tradition des Jeux olympiques qui est presque invisible, mais qui de plus en plus devient important, et Paris va être une édition à voir et à regarder dans ce contexte-là, que c'est la tradition d'avoir ce qu'on appelle l'Olympiade culturelle. Ce n'est pas la cérémonie d'aperture ou de clôture, c'est le type de programmation qui arrive autour des Jeux, pendant les Jeux, mais aussi avant, et surtout les 4 années, entre un jeu et les prochains Jeux, qui sont dédiés à les expressions et manifestations culturelles et artistiques. Et c'est très intéressant de voir ce qui est arrivé, surtout depuis 1912. Il y a beaucoup d'exemples extraordinaires d'interventions qui ne faisaient pas partie de la représentation médiatique, mais qui, à mon avis, ont fait des contributions essentielles à niveau de héritage et soutenabilité de beaucoup des expériences et jeux. J'ai une image ici, et ça c'est dans le contexte de Barcelone. On a l'image classique de les sportifs et tout ça, mais ça qui est important aussi, c'est comment la ville a été transformée, comment a été fait la reconnexion avec la plage, avec les fronts maritimes, qui était presque une no-go area dans les années 80. Étaient les ports, étaient les dangers, les edgy, et est devenu le centre de l'expérience à Barcelone au niveau touristique, mais aussi en général. Et ça qui est arrivé autour de la Villa Olímpica, de Olympic Village, que si on parle des défis et des problèmes, a aussi eu beaucoup de dimensions très problématiques, parce qu'elle n'était pas très bien fait à niveau d'architecture, mais qui a eu des dimensions très importantes, comme les programmes d'art public qui est devenu autour. Et ça a aidé à transformer les espaces. Ça, c'est encore là, à Barcelone, et c'est un effet, un légat direct de l'expérience des Jeux olympiques que maintenant on prend comme si ça a été taken for granted. J'ai d'autres images, mais peut-être je donne la parole à d'autres personnes et je montrerai l'autre image après. Ok, alors merci. Sur la question de la culture et de l'Olympiade culturelle, est-ce que Stéphane, vous voulez réagir? Alors, je vais curieusement, bonjour à toutes et à tous, je vais curieusement ne pas commencer par les Jeux olympiques,
bien que représentant le comité d'organisation. Parce que la question qui est posée dépasse la question des Jeux Olympiques. Toute la vie événementielle d'une ville, ça n'est pas uniquement les Jeux Olympiques, surtout quand ils ne se déroulent que tous les 100 ans à Paris et en France. Donc, vous posez la question de qu'est-ce qui contribue à faire de la ville d'aujourd'hui une ville de demain par l'événementiel. Moi, je voudrais apporter 4 éclairages différents. Vous évoquez tout à l'heure, en fait, la construction d'une mémoire collective qui, en fait, passe, me semble-t-il, par les efforts que font les villes aujourd'hui pour ne pas être l'addition simple d'espaces individuels ou de fonctionnalités de type commerce, transport, santé, mais vraiment l'effort qui est développé par les villes pour créer un espace collectif partagé dans lequel les habitants et les habitantes ne sont pas uniquement seuls, mais ils sont ensemble. Et c'est vrai que si je prends le cas de Paris, que j'ai suivi de très près sur la partie événementielle, une de nos volontés, c'était d'associer aux modifications urbaines qui sont sensibles dans Paris, vous avez dû vous en rendre compte si vous circulez dans Paris, d'associer à ces modifications urbaines sur les places, sur les berges de Seine, des modifications de pratique de l'espace public. Et donc ça me paraît être un élément extrêmement important et qui est parfaitement en lien avec la volonté, comme ça a été rappelé, d'intégrer les Jeux Olympiques à un espace urbain en mettant les Jeux Olympiques et Paralympiques dans la ville. Et c'est exactement le projet que nous avons développé pour Paris 2024, puisqu'une grande partie des épreuves sportives se situeront au cœur de Paris et au cœur de la Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis en particulier. Donc on est vraiment dans une modification qui n'est pas uniquement une modification matérielle, mais qui est aussi pour moi une modification d'usage de la ville. Le deuxième point, vous évoquiez la question de l'appropriation de l'espace public. L'appropriation de l'espace public aujourd'hui, qui est le corollaire du premier point que j'ai développé, il est immédiatement régulé par des contraintes majeures de sécurité. Et vous allez l'évoquer, je crois, un peu plus tard dans votre développement. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à fabriquer de la liberté sous surveillance dans l'espace public. C'est très difficile à faire parce que aujourd'hui, vous ne faites pas un événement dans Paris ou à Marseille ou à Nice, évidemment bien placé pour le savoir, sans qu'il y ait immédiatement une infrastructure logistique qui est plutôt anxiogène, alors qu'en réalité, ce que nous souhaitons tous réaliser, c'est un espace libéré dans la ville. Comment on construit un espace libéré avec des contrôles tous les 20 mètres? C'est un sujet majeur qui n'est pas uniquement un sujet d'efficacité et de sécurité, qui est un rapport qu'entretient le citoyen ou la citoyenne, l'habitant ou l'habitante, avec l'espace dans lequel il évolue. Vous avez le même problème d'ailleurs partout, dans les aéroports, dans les avions, enfin dans les gares, etc. Un autre angle aussi qui me paraît important, c'est le sens de toutes les réflexions que nous avons autour de la démocratie, c'est comment on rend le citoyen acteur de sa ville et non pas uniquement consommateur de sa ville. Être acteur de sa ville, ça veut dire développer des pratiques de démocratie directe, ça veut dire aussi, sur le plan artistique, monter des projets où le public peut être un des éléments du projet artistique. Et ça, c'est un des points extrêmement sensibles dans l'organisation des Jeux Olympiques, à tel point d'ailleurs que nous avons proposé ce qu'on appelle un mass event en anglais, c'est-à-dire le fait d'ouvrir le marathon à l'ensemble des marathoniens amateurs. Et c'est un bouleversement dans la pensée de ce qu'est une épreuve sportive. Alors évidemment, rassurez-vous, si votre cousin ou cousine est marathonien, il ne partira pas avec les premiers, ça se fera en 2 temps. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'ouvrir non seulement la ville, mais les épreuves, certaines épreuves, au public. Et c'est là aussi une modification qui va dans le sens de mon développement précédent. Ce que je voudrais dire aussi, j'essaie de ne pas être trop long, pardon, c'est, faut m'arrêter quand je suis trop long, c'est qu'il y a un vrai développement événementiel. Toutes les collectivités, vous évoquiez les festivals, il n'y a pas que les festivals, il y a la volonté d'investir aussi l'espace public avec un maximum d'événements, quels qu'ils soient.
Je pense qu'on doit se poser la question de ce qu'on raconte, du sens de ce qu'on raconte. Beaucoup d'événements sont faits pour fabriquer de l'image et fabriquer de la communication. L'image et la communication, ce n'est pas du sens. En tout cas, ça ne précède pas le sens. Donc, pourquoi on fait un événement? Pourquoi on le fait à tel endroit? Avec quel public? Selon telles conditions? Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, on ne résoudra pas des problèmes sociaux ou des problèmes d'organisation sociale uniquement en disant qu'on fait la fête dans l'espace public. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, s'agissant, et je m'arrête là, s'agissant de Paris 2024, ça a été très justement dit, il y a un socle indispensable qui est de livrer les jeux, livrer les épreuves, livrer la sécurité, livrer le transport, livrer la logistique, et que la fête soit réussie. Alors, je pense, mais je parle sous contrôle de ceux qui sont plus expérimentés que moi pour les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a du reproductible et du non reproductible entre les différents jeux selon les pays. On ne peut pas reproduire le modèle de Londres à Paris. On ne peut pas reproduire la pensée qui a guidé Londres à Paris et en France. Ça n'est pas la même culture, la même organisation. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités publiques. Il y a quelque chose qui est spécifique à la France. Vous savez, c'est l'implication majeure de la puissance publique, notamment dans la culture. Pas uniquement en termes de financement, en termes d'organisation, en termes de suivi, d'accompagnement. Alors, pour ce qui me concerne, s'agissant de la culture, qui est une direction autonome du comité d'organisation, qui n'est ni reliée ni à l'événementiel, ni à la communication, ni au marketing, il s'agit pour moi de bénéficier de l'expérience de ma prédécesseuse, qui est tout à fait formidable, qui a fait des miracles en peu de temps et qui dirige aujourd'hui le théâtre du Châtelet, de bénéficier de son expérience, mais de surtout pas essayer de refaire ce qu'elle a fait. On doit inventer notre propre modèle dans un modèle commun. Et dans ce modèle, un des points qui, je l'espère, sera central et qui nous construirait peut-être la possibilité de faire des jeux différents. Athènes, Barcelone, Mexico sont des éditions clés dans l'histoire des Jeux. Peut-être que Paris le sera, pas uniquement sur le durable, mais sur la partie écologique, mais aussi sur notre capacité à intégrer l'art et la culture dans l'ensemble du projet de Paris 2024. Merci. Grim, vous voulez réagir? Do you want to put up the slides? Okay. Oh, sorry. Okay, merci Marie pour l'invitation. Malheureusement, mon français est très pauvre, alors je parle en anglais. Oui. Okay, merci. Really, in answer to the first question, and I'm referring primarily to mega events that are really part of larger regeneration projects, and therefore their timescale tends to be quite long. Now, master planning is typically the key approach to event-based regeneration adopted by cities and event organisers. But in practice, it's a top-down process. Whether it has to be, but in practice, it turns out to be. Which means it can be devoid of human scale or reality check. If you compare the master plan images with what's actually built and the actual spaces and how they're used, and I'm reminded of your Henri Lefebvre's use of the term usager, and he was quite uncomfortable with usager as a term in terms of how we socially produce space, how it is used. And he went on to say that space is experienced. We don't use a work of art when we go to a museum or a gallery. We experience it. So these spaces are experience, and it's more subtle and nuanced. And we need to understand that rather than just a user of an event space, whether it's for an event or using the space afterwards. So master planning tends to overuse CGI graphics, the use of artist impressions, always with blue skies, birds flying in the air and so on. But they tend to ignore community and cultural assets, identities, and local knowledge, and they lack vernacular.
the draw to using starchitecture, to use that overused term, facadism, the legacy of Grand Projet. And of course, Paris has a large legacy. I went to the Bibliothèque Nationale this morning. I haven't actually been to that. 20 years on, and it's interesting to see how it sits within the urban environment and how it's used and that human relationship. Probably not a good example architecturally, but that's another story. So issues of scale, I think territory, and how the event site or site sits within the existing context, landscape, and development plans and aspirations and needs is important. So event planning needs to adopt, I'd argue, a cultural mapping and cultural planning approach to build on existing assets. And I think Paris 2024 is learning some lessons from the past and using a lot of existing spaces and parks. We shall see whether that works out. Existing assets, heritage, and knowledge, as well as aspirations of its citizens. We also need more honesty in events regeneration. It seems an obvious thing to say, but to be honest, are these events designed for new residents, workers, and visitors, or for incumbent residents and their families? And how will this transformation, the gentrification process, be managed, and how will these conflicting interests be prioritized and reconciled? And this affects both the development and after-use phases, where there's loss of amenity, access, security during the development phase, and then access, including price, cost, participation, the after-use of facilities and amenities, such as parks, sports, and other venues, including housing, health, schools, and so on. So these challenges, I think, are minimized when existing physical assets are used and adapted for new events and heritage. And heritage, tangible and intangible, is celebrated and incorporated into event promotion, identity, image, and the program itself. Cultural festivals can be good examples of this, but even here the temptation to build expensive cultural flagships often negates this. I'd say another reality, and this is a difficult one in democratic context, is that regeneration transcends the political terms of office and political tendencies, certainly democratized countries, which is why in China, Beijing Olympics, Shanghai Expo, or Russia, the Sochi Winter Games, hugely expensive. Of course, they didn't have to concern themselves with local, let alone national democratic interest. But in our case, how do we ensure the promises are kept? Governance is immune from the inevitable political change of mayors, prime ministers, over a 10 to 20-year time period. In London 2012, we went from a left-wing mayor to, at the bid-win stage, to the delivery of right-wing mayor. We had a left-wing prime minister, but by the time the Olympics came around, we had a right-wing minister. That's one example. Milan Expo went from an extreme right, almost fascist mayor, to an extreme left communist mayor in that duration. So we need to think of governance that is immune for that political interference and also accountable in terms of the promises that are made at the outset, which is where all the aspirations and the positive optimism is highest, because that's natural in order to make the case for bidding and winning these quite expensive projects, how that is followed through, because the lesson is, of course, what actually gets built, and more importantly, how that post-event site is then used with financial pressures to maximize the return, to recover some of the excessive capital costs, means that some of the promises around the use of new housing and so on, in the case of Olympics, and even better examples like Barcelona and London, the Olympic housing villages were never used for social housing because the pressure to realize capital receipts to offset the ongoing capital costs was too high to meet those promises. I mean, that's one example, but it is a pattern we see in some of these mega events. Okay. Oh. J'ai parlé très rapidement, c'est vrai. Je n'ai pas complètement fini de répondre à ta question qui est très intéressante. Je n'avais parlé que de l'héritage négatif avec ces catastrophes urbaines. Et donc je voulais parler aussi, moi je me suis intéressée aux Jeux olympiques et à leur legacy, à leur héritage, notamment à l'occasion d'une étude qui nous avait été confiée sur les projets à grande échelle, les méga events, et sur le cas de Grenoble. Et c'est intéressant, Grenoble, parce que Grenoble n'est pas, c'est les Jeux olympiques d'hiver, et Grenoble n'est évidemment pas une grande capitale, c'est une capitale régionale.
Et Grenoble avait été la première ville dans l'histoire des Jeux et l'histoire peut-être des événements mondiaux à bénéficier d'une retransmission par la télévision. C'est la première fois qu'on a vu en direct, parce qu'il y avait déjà eu des retransmissions différées, c'est la première fois qu'on a vu en direct les épreuves olympiques. Bon, le monde était peut-être un peu plus petit en 68 qu'aujourd'hui, mais déjà à l'échelle de la planète. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de le dire. Le legacy, les héritages de Grenoble sont très importants, puisque la ville a complètement changé d'image à l'occasion des Jeux. D'une ville ouvrière, elle est devenue une ville avec une image technologique importante. Et elle a capitalisé sur cette image pour développer des universités. Enfin bref, l'histoire de Grenoble moderne, c'est un peu l'histoire des Jeux de 68. Et ce que je voulais dire aussi sur cette histoire des Jeux, moi, ce qui m'a semblé très important, si on s'intéresse aujourd'hui et je trouve ça fantastique, l'idée qu'il y ait une entité responsable de l'héritage. Parce que moi, j'ai des étudiants qui ont travaillé sur Londres et qui sont allés voir 1 an après, 2 ans après, finalement, comment ce lien pouvait se faire avec les quartiers très défavorisés dans lesquels s'étaient installés les Jeux et les terrains des Jeux eux-mêmes. Et le diagnostic est assez pessimiste. C'est-à-dire que ça n'a pas si bien marché que ça. Les choses sont restées très à part. Des infrastructures qui ont été construites pour les jeunes, finalement, n'intéressent pas les populations qui étaient là et qui étaient très défavorisées. Donc je pense que le pari sur la Seine-Saint-Denis, pour ce qui nous concerne ici, est un pari vraiment très important à tenir absolument. Et que, bien sûr, il faut prendre le meilleur de chacun, mais la leçon des Jeux de Londres n'est pas forcément non plus, à ce point-là, complètement une réussite de ce point de vue-là. Oui, on peut enchaîner donc sur la deuxième thématique, enfin qui est liée. C'est en même temps, il y a des effets qui sont des effets qui peuvent être négatifs, qui peuvent conduire à exproprier des populations. Enfin, oui, des propriétaires qui peuvent déplacer des populations. On a de nombreux cas comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire finalement sur comment faire pour que ces événements, et en particulier les Jeux Olympiques, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup là maintenant de ces Jeux Olympiques, comment faire pour que les effets négatifs soient minimisés et comment faire pour que les habitants puissent, et leur patrimoine existant, parce qu'ils ont aussi des patrimoines, et je dis bien des patrimoines parce qu'il y a des patrimoines matériels mais aussi immatériels, comment faire pour que ces Jeux Olympiques bénéficient aussi aux habitants? Alors, moi, je voulais apporter une précision d'organisation pour les Jeux de Paris 2024. C'est qu'il y a une direction de l'héritage à Paris 2024 qui est là depuis longtemps, qui était déjà intégrée au projet de candidature, qui a la création d'un fonds de dotation pour l'héritage. Et je crois savoir qu'il y a des représentants notamment du 93 dans cette salle. De façon très étroite, nous travaillons avec les collectivités sur la question de l'héritage. Et dans les 3 piliers du projet de Paris 2024, à savoir l'engagement avant les Jeux, la célébration pendant les Jeux et l'héritage après les Jeux, ce dernier est extrêmement important dans ce que nous avons à dire. Mais aussi dans un contexte où, je le rappelle, nous sommes dans un pays développé, où on n'a pas beaucoup d'infrastructures à faire, où les infrastructures de transport n'ont pas attendu les Jeux pour se mettre en œuvre et pour se transformer, confère l'équivalent en kilomètres de métro qui vont se construire autour de Paris. Ce n'est pas les Jeux qui ont déclenché ce projet. Non, mais ils ont priorisé. Non, ils n'ont pas priorisé certaines lignes, mais pas le principe de moderniser le Grand Paris. Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui ont déclenché la modernisation du Grand Paris. En revanche, que ce soit un accélérateur de particules dans un certain nombre de cas ou de zones, c'est vrai. Et je vais m'arrêter bientôt. Sur la partie 93, vous évoquez l'expropriation, etc. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, mais on sait qu'il y a un traumatisme important dans cette zone, parce qu'il y a énormément de travaux qui sont cumulés. Il y a ceux du village olympique, du centre aquatique, les travaux de transport, puisque c'est là que la Société du Grand Paris fait le maximum d'efforts pour être prête pour 2024. Donc les habitants de ces territoires vont souffrir, on le sait,
de toute cette préparation. Et c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un à qui on fait des travaux, même chez soi, que sa cuisine sera beaucoup mieux après quand il est au milieu de la poussière. Donc on va vivre ça avec les habitants de Seine-Saint-Denis. Et donc là, l'Olympiade culturelle aura un rôle d'accompagnement. Et on est en train de travailler avec les acteurs culturels et les acteurs publics à ce qu'il y ait des artistes qui puissent accompagner ce processus de travaux et de transformation urbaine. Merci. Si je voudrais ajouter à ça, j'essaierai en français, et sinon peut-être je changerai à l'anglais, mais peut-être j'essaierai d'éviter ça. C'est cette question des habitants. Et bien sûr, la complexité, quand on parle des effets, des grands événements, qui bien sûr sont tellement énormes. Il y a beaucoup d'impacts négatifs, aussi il y a beaucoup d'impacts positifs. Les bilans, ce n'est pas toujours noir ou blanc. Et la discussion est à niveau du point de vue académique, que c'est différent de celle-là du point de vue médiatique ou de event hosting. On a toujours la tentation de prioriser une narrative dominante. Non? C'est normalement, on finit pour penser succès ou failure. Hein? C'est plus facile de considérer ça. Non? Athènes 2004, failure. Ou Rio de Janeiro, peut-être failure. Barcelone, succès. Ou Londres, succès. Bon, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a toujours des niveaux, des dimensions, et ça dépend de ça qu'on veut regarder plus proche. Alors, dans cette question-là, on a parlé il y a un instant sur cette parc olympique à Londres et jusqu'à quel point ça marche ou s'il y a encore des défis. Un point que je voudrais ajouter, c'est qu'à niveau de la complexité d'avoir un parc olympique à la façon qu'on les imagine aujourd'hui, que c'est tout concentré et des énormes espaces, c'est vraiment difficile de réussir à avoir une réponse une année ou 2 années après. Alors, c'est quelque chose que je pense c'est impressive, non? C'est impressionnant que dans le contexte de Londres, ils ont réussi à réouvrir les parcs tellement tôt, c'est comme une année, un petit peu plus, après d'avoir les Jeux, avec une façon différente d'utiliser l'espace et avec quelques infrastructures qui marchent bien, comme la piscine, par exemple. Mais il y a des grandes questions à niveau de comment on fait les liens avec le reste des boroughs, non? C'est Stratford, c'est Hackney, etc., etc. Je crois que ça qui est intéressant, c'est les initiatives à petite échelle, hein, qui font une grande différence. Parce que ce n'est pas uniquement les grandes interventions iconiques. Les interventions iconiques ont de valeur à niveau de faire et générer cette narrative, non, de succès ou de grandes discussions à niveau média, mais à niveau de la connexion avec les communautés, de plus en plus, on a l'évidence que c'est les programmations culturelles qui ont marché d'une façon beaucoup moins excitante et que rarement on attire l'attention médiatique nationale, let alone internationale. Alors, uniquement quelques images dans le contexte de Londres et de Rio de Janeiro que je crois qui sont intéressants pour point de réflexion. Un des points, un des objectifs dans les parcs olympiques à Londres, qui est lié à cette idée d'héritage, c'est qu'ils ont pensé d'établir cet nouveau espace iconique, cette tour de ArcelorMittal, qui était très controvertue, si c'est belle, si c'est moche, était une décision de faire comme the largest public art, sculpture out there. Ça a été l'idée. Et ça a été très lié aussi dans un principe touristique. Parce que c'est une nouvelle attraction de Londres. On paye pour aller là, pour voir la ville. Et il y a aussi les toboggans. Bon. Et ça est là comme un symbole et on peut discuter. Mais il y a d'autres interventions beaucoup plus subtiles qui donnent un élément de narratif qui, je crois, a été très bien fait et qui faisait partie de ce programme très ambitieux, me semble, qui était The Art in the Park. Et par exemple, cette idée d'avoir les anneaux autour des différents arbres partout dans les parcs pour montrer un petit peu
cet concept très important, je pense que c'est mentionné ici, que c'est les temps, non? Que les transformations, ça prend du temps. Alors ici, c'est une histoire vivante, non? Sur cet arbre qui a été planté, non? Pendant les Jeux olympiques, était trop petite. Comment est-ce que ça va évoluer, à changer? Quelle histoire est-ce qu'on a autour de ces anneaux? Dans le contexte de Rio, je voudrais mettre un point de réflexion et que peut-être controverti, je ne sais pas, mais pour moi, c'est très, très intéressant. Ça, c'est un exemple d'édition de jeu qui cure les risques, ou est déjà devenu plutôt associé avec les failures, non? Ça qui n'est pas très bien réussi à niveau des... Surtout ça qui arrive avec les parcs olympiques et tout ça, qu'est-ce qui arrive avec les stades et tout ça. Bon, non. Mais Stéphane, il a fait une mention que je crois que c'est très importante, à niveau de comment on compare une ville avec d'autres villes. Rio de Janeiro, ce n'était pas très utile de la comparer avec Londres. Il aurait été plus intéressant de la comparer avec Cairo ou avec d'autres grandes villes du monde qui ont un niveau de complexité infrastructurelle. C'est un autre niveau de fonctionnement dans une ville comme celle-ci là. Alors, à niveau de comment on fait la planification, et ça que c'est réaliste, et ça que c'est signifiant, et jusqu'à quel point il y a eu des choses qui sont transformatives, même si ça prendra beaucoup plus de temps pour voir jusqu'à quel point ça marche, et c'est juste, et ça est bien connecté avec la population. Il y a eu des aspects à Rio, dans la planification urbaine, qui ont été problématiques, mais il y a eu d'autres que je crois que sont impressionnantes. Et une de celles-ci là, et qui c'est très vinculée avec les aspects symboliques, la programmation culturelle et tout ça, c'est ça qu'ils ont fait sur les Porto Maravillas, qui n'était pas un espace compétitif, ce n'était pas l'espace de la compétition, c'était l'espace de la célébration, était des live sites. Mais aussi, c'est un espace essentiel pour la ville de Rio, parce que c'est le centre-ville. Un centre-ville qui était mort, parce qu'il était très dangereux, surtout les week-ends, mais que c'est le point de connexion entre le nord et le sud. Les plages et la richesse, c'est plus au sud de Rio. Beaucoup de communautés très différentes sont dans le nord. Et ici, au centre, on a les espaces culturels, les théâtres, aussi les offices, les bureaux. Mais il n'y avait pas vie à l'espace public. C'était la place où on travaille, on va faire quelque chose et on part. Dans le contexte de jeu, ils ont réussi à changer complètement la façon que cet espace est perçu et vécu. Et la façon que ça a été fait avec les animations a été très intelligent dans mon point de vue. Alors, c'est une partie de l'histoire et de la narrative sur ça qui est arrivé à Rio, qui n'est pas très souvent dans le contexte des médias, mais qui ouvre des questions intéressantes. La photo que je montre ici, c'est un espace de Star Architect, c'est Santiago Calatrava, dans le musée de Tomorrow, que je ne sais pas jusqu'à quel point va marcher et fonctionner très bien dans 10 années ou 15 années, mais l'espace, ça marche. J'ai retourné à Rio une année après, 2 années, 3 années après, et c'est une transformation incroyable à niveau de la connexion populaire. Un espace qui n'était pas utilisé pour la réunion, pour parler. Et je crois que c'est un sujet qui, à mon point de vue, on doit faire beaucoup plus de réflexion sur ça, comme une possibilité d'histoire, de réussite, dans le contexte d'un jeu qui ont eu beaucoup de difficultés et qui ont bien sûr fait beaucoup d'interventions qui n'étaient pas planifiées d'une façon très, très stratégique. Mais s'il y a aussi des réactions, je crois que c'est un exemple intéressant sur cette partie symbolique et immatérielle, et jusqu'à quel point ça peut aider à transformer la façon qu'une ville évolue et que des différentes communautés ont des chances de se rencontrer et de faire des interactions qui avant n'étaient pas vraiment possibles. On voit bien ici finalement que la question de la réussite ou de l'échec, enfin c'est pas binaire,
peut être réussi sur certains aspects, peut-être certains aspects matériels, dès lors que les infrastructures vont être réutilisées par les populations, et puis ça peut être un échec d'un autre point de vue lorsque ces infrastructures ne seront pas réalisées, mais pour autant, il y aura des points positifs qui seront associés à de nouveaux usages des espaces publics. Donc c'est vraiment, en quelque sorte, comment dirais-je, quelque chose qui, je crois que j'adhère à ce point de vue, selon lequel il y a des éléments qui sont reproductibles. Et parmi ces éléments qui sont reproductibles, la question de la participation des acteurs, et y compris des habitants, cette participation, elle est importante. Mais il y a des éléments qui ne sont pas reproductibles parce qu'ils relèvent de contextes particuliers. On peut évidemment pas comparer Rio avec Londres. Peut-être on aurait pu davantage le comparer avec Pékin, mais ça n'est même peut-être pas sûr. Mais en tout cas, il y a des éléments contextués et d'autres qui sont reproductibles. Et c'est peut-être sur ces éléments reproductibles qu'il faut essayer de travailler et de voir comment on peut les associer avec des contextes qui, eux, sont spécifiques. Alors, je ne sais pas, tu voulais intervenir, Virginie ? Merci beaucoup, Marie. Oui, je voulais rebondir sur... je pense qu'il y a quand même des sommes qui sont plus ou moins hautes. Enfin, si on additionne difficultés et réussite, il y a quand même des villes qui ont mieux réussi. Je suis désolée, mais je pense qu'il y a quand même des villes qui ont mieux réussi que d'autres. Et peut-être qu'il faut prendre que les choses les plus réussies dans les villes qui ont raté. C'est possible aussi. Moi, je pensais qu'il y avait un élément que vous auriez pu citer sur Rio, qui est une sorte de legacy invisible, mais quand même très importante. Je pense que la question des jeux, c'est surtout une question de flux. Alors, c'est les flux, c'est la question d'accessibilité des populations aux jeux, aux infrastructures ou pas. Et c'est aussi, bien sûr, la question des flux. Alors là, c'est encore plus compliqué. Des sportifs. On sait que depuis les Jeux de 72 olympiques à Munich, on n'a plus un village qui est intégré dans la zone des Jeux pour des raisons de sécurité. Enfin, c'est des questions de flux gravissimes à l'époque, hein, puisqu'il y avait eu des morts. Et cette histoire des flux me fait penser qu'un des effets invisibles, mais néanmoins intéressants des Jeux, ça a été l'accélération des systèmes de contrôle du déplacement des véhicules, notamment dans le cas d'Atlanta, où on a quand même interdit la circulation, je ne sais pas ce que veut faire Paris, mais on a interdit la circulation des véhicules privés pendant pratiquement 15 jours à Atlanta, aux États-Unis, dans des pays qui ne fonctionnent qu'avec l'automobile, et ça a même fait progresser les logiciels de gestion de la circulation et de la circulation des navettes, et la construction des parkings en périphérie, évidemment, même si ceci était provisoire. Et donc une espèce de leçon qu'on pouvait faire ça. Alors, ça n'a pas été sans mal, et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, pour la leçon de Rio, parce que la question d'un grand espace public majeur, c'est quand même un thème qui a été beaucoup utilisé à travers l'histoire des Jeux. À Atlanta notamment, mais il y en a d'autres. Et ça reste après comme une sorte de grand parvis dont on ne sait pas toujours quoi faire quand l'assistance, la multiplicité des gens des Jeux n'est plus là. Enfin bon. À Berville aussi, on en a. Non, la question, c'est efficacity, pas du tout au sens où vous l'entendez, mais au sens de la Smart City qui a été mise en place à Rio. On a construit une sorte de gigantesque espace de contrôle de la circulation pour permettre d'intervenir à temps quand il y a un accident, etc., qui est une sorte de, je ne sais pas comment dire, un espace de contrôle de la ville sous la base de caméras. Enfin bon, tout un système qui a été fait pour les Jeux et puis évidemment qui est resté une fois les Jeux partis. Alors, on déborde un petit peu des premières questions, mais enfin, c'est pas grave, on ne suivra pas le plan. Je crois que Michel voulait intervenir. Oui, je voulais revenir sur la question de Marie, sur qu'est-ce que ça apporte au niveau local, aux habitants actuels. Bon, je connais un peu le cas de Londres. Je pense qu'on peut par exemple citer les infrastructures de transport qui ont permis de rendre beaucoup plus accessible ce territoire de East London qui était moins accessible avant la construction de ces infrastructures de transport. Par ailleurs, un certain nombre d'équipements sportifs ont été conçus pour pouvoir être redimensionnés et devenir des équipements locaux. Alors, je ne suis pas obsédé de football, si, un petit peu quand même, mais bon, voilà. Récemment, l'équipe de West Ham a récupéré le stade olympique, hein, comme vous le savez. En termes d'image, de façon générale, le parc olympique, le quartier olympique, effectivement, a une autre image que ces quartiers
très défavorisés, pollués, etc., désindustrialisés d'East London de l'époque. Alors après, à qui ça bénéficie au final? C'est ce qu'on appelle en politiquement correct la gentrification. C'est une question qui n'est pas uniquement liée à ces méga-événements. C'est la question que l'on a pour tout grande opération urbaine. Voilà. Et c'est une question extrêmement difficile, puisqu'en fait, on ne peut pas tout planifier, tout contrôler. Les gens ont la liberté de mouvement, mais parfois, il y a quand même un certain nombre de choses qui les contraignent. Alors, il y a le prix du logement, qui est comme un élément majeur, que ce soit du logement locatif ou en accession. Et on le sait, au niveau de Londres, ça n'a pas été la meilleure réussite. Et là, c'est une question de négociation, je dirais, entre la structure de promotion immobilière, qui a besoin de faire rentrer des recettes pour payer les dépenses faramineuses qui ont eu lieu. Et effectivement, si c'est plutôt pour du logement social, ça rentabilise moins le foncier qui a une meilleure image, donc il peut se rentabiliser pour d'autres destinations. Donc là, c'est vraiment une question de négociation. Et là encore, l'implication des collectivités locales est importante pour qu'il y ait, je dirais, le bon dosage, et c'est vraiment cas par cas, entre les différents types de logements. Ça, c'est pour la partie logement. Il y a bien sûr la question de l'opportunité, des opportunités économiques que peuvent permettre ces jeux pendant les phases de construction, puisqu'on a quand même là des chantiers avec parfois des clauses d'associations d'entreprises locales, etc., de montée en compétences, de tout le tissu d'entreprises, de construction, etc., qui peuvent être une très grande opportunité, puis après un certain nombre de services qui peuvent être développés dans la durée. Donc c'est une question, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que elle est extrêmement complexe, et même à Londres, où il y a eu cette préoccupation d'associer les boroughs, de mettre en place cette structure dédiée à l'héritage, ça n'a pas toujours suffi. Donc, raison de plus pour Paris et puis les suivants d'être particulièrement attentifs le plus en amont possible en associant les collectivités, se poser cette question, in fine, pour quels habitants est-ce que cet héritage va bénéficier? Et c'est pas simple, il n'y a pas de solution miracle. Et comment on fait pour que l'héritage puisse bénéficier aux habitants qui sont aujourd'hui, à ceux qui sont là? Enfin, ce que je disais, c'est que la question de l'accès au logement, prix du loyer, prix de l'accession à la propriété, c'était comme un élément déjà de base. Et ça, selon ce qu'on décide, pour de bonnes ou d'autres, pour diverses raisons, selon ce qu'on décide comme programmation finale, après que les athlètes ont quitté le village olympique, c'est pas la même population. Voilà. Déjà, c'est un point fort. On peut aussi, par exemple, penser à, donc toujours sur la Seine-Saint-Denis, où il y a un déficit en termes de piscines. Donc, on construit un centre aquatique, il y a des piscines qui sont rénovées. Est-ce que pour autant, la pratique sportive va, comme ça, d'un claquement de doigts, parce que les infrastructures sont là, cette pratique sportive va être améliorée, pardon. Il y a bien sûr des médiations à organiser de manière à ce que l'augmentation de cette pratique sportive puisse avoir lieu. Donc là aussi, c'est de l'héritage possible, mais cet héritage, il n'est pas, il ne va pas se produire en lui-même, et par lui-même, il nécessite un accompagnement en termes de politique publique, en termes de recrutement de maîtres nageurs, et ça, les recrutements de maîtres nageurs, c'est pas évidemment les Jeux Olympiques en soi qui vont le faire. Donc il y a bien un accompagnement derrière qui va permettre peut-être d'utiliser les équipements pour qu'ils puissent bénéficier aux populations. Alors, oui, vous vouliez intervenir, Graham? Oui. I mean, in answer to your question, how to involve local inhabitants and incorporate existing heritage into event planning, I mean, the examples in Rio, the loss of the favelas and destruction of the hutongs in Beijing to specific architectural losses as well as social losses. I mean, these extreme examples, but they're not unique. Even in more progressive mega events such as London 2012, we saw loss of artist studios, allotments, everyday amenities, not the high-profile facets. Affordable housing, for sure. Loss of industrial heritage. I mean, London was built in an area of post-industrial heritage going back several hundred years, 300, 400, 500, 600 years. Probably one of the richest industrial heritage zones in the world. Plastic was invented there.
The television was invented there, gunpowder, which meant a lot of heavy metals and poison. Of course, in those centuries, we didn't know about the environmental impact. So it was a very expensive site to use because we had to dig down meters and meters and meters to take away the poison land. But that also was a symbolic reference back to that huge innovation. What we now call probably creative innovation industries were based in that area. So that was lost. And I think the irony is that the destruction of things like the favelas, the hutongs in Beijing, a very particular vernacular housing architecture, it loses the potential for economic development and the visitor economy and local participation, because they're the things actually that visitors want to see. They want to go and see the hutongs. They want to go and see the favelas are now trying to integrate themselves into a kind of visitor economy. So that wasn't really thought about. They were thought about as problems. They were in the way. They were in the way of new development. Whereas with hindsight, it was a mistake, and they've gone forever. I mean, that's the negativity around the kind of social cleansing of the favela movements. The alternative that the new facilities can lie redundant, create event sites that are interstitial zones, empty for many years afterwards, which require yet more investment. So there's a myth that the investment in the events stops once the event is held. If you look at London, the capital spending that's gone on 7-8 years afterwards is quite significant. So that's quite an interesting and concern in terms of public funding. Many event sites are based in city fringe, post-industrial areas, as grand placemaking schemes, ignoring that these are already places with rich histories, as I've mentioned in the case of London and Beijing, with hidden, redundant and intangible heritage, and a more creative event plan would look to these assets rather than flatten or marginalize them. I mean, Essen's Escher Park in Germany, after the capital of culture, is a very good example of incorporating industrial buildings and landscape into a vibrant creative quarter that's gone on many, many years. So it's a very good model. So greater or even some use of co-design and co-production of events with inhabitants would improve a sense of ownership and reduce some of these negative impacts. It's very hard and expensive to try and do this in the post-event phase. I mean, the damage is already done, too many things are fixed, financial imperatives drive the cost recovery process, as we said, to offset excessive capital cost in construction and operation. Olympic Village housing is the example I've already given. So to achieve these goals, the organizational decision-making and financial structure of event planning needs to be more democratic and transparent. In practice, these are too often modelled on commercial construction development projects, which often overspend or can be corrupt, or at least are biased towards private gain. So we're still looking for that holy grail of how we can have a transparent governance system that transcends some of these short-term commercial gains that pretty much end up, the public purse ends up having to put yet more money in as private developers, if you like, are in too strong a position. And that happened in London over the housing. The company Lend-Lease, which is an international global firm that's working in every city in the world, turned around because it was a downturn in the property market. We can't possibly do what we said we're going to do in terms of the housing. And that the taxpayer had to put in more capital money. So they're holding the government to ransom, and that is a failure, if you like, of that particular system that gives too much power, and it's quite hard to get off of that machine contractually for obvious reasons. Thanks. Juste avant de passer peut-être la parole à la salle et aux éventuelles questions que vous pourriez avoir sur cette thématique, je voudrais juste demander aux participants de rebondir sur deux questions. Vous choisissez celle qui vous intéresse plus particulièrement et qui vous parle plus particulièrement. La première, c'est la question qui a été un petit peu évoquée par Stéphane, qui est la question de la sécurité. Évidemment, il y a des risques importants qui sont associés aux concentrations de population lors des méga-événements. Alors, comment peut-on faire pour faire en sorte que les risques ne se transforment pas en problèmes aigus au moment des méga-événements? Comment mieux gérer ces risques? Et puis, deuxième question, on a bien vu que la question de l'héritage immatériel, est très complexe aussi. Il y aura peut-être des emplois qui vont être créés pour les populations dans l'étape de construction, mais comment faire en sorte, il y a peut-être des services qui vont être créés, mais comment faire en sorte finalement que ces emplois, ces services soient pérennes? Parce que tout l'enjeu, c'est de transformer des compétences qui sont des compétences dont on a besoin à un moment donné,
Tout l'enjeu est de transformer ces compétences temporaires en compétences pérennes et utiles pour les entreprises ou les collectivités, les organisations qui sont présentes sur le territoire. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à quelle question. Je vais répondre à la deuxième, sur la première, j'ai un peu répondu déjà. D'accord. Alors, Virginie. Oui, sur la première, j'ai répondu avec cet exemple de Mexico que vous connaissez, Mexico n'importe quoi, de Rio, vous connaissez tous. Oui, il voulait éviter les émeutes et la très grande protestation qu'il y avait à l'époque contre les Jeux, et donc ils ont mis en place un système de surveillance généralisé. Bon, la sécurité passe aussi, peut-être, je ne vais même pas dire malheureusement, passe par la surveillance. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre idée de ce qu'il faut faire, mais malheureusement, un espace surveillé est un espace qui est plus facile peut-être à sécuriser. Non, moi, ce n'est pas mon sujet, la sécurité. Mon sujet, ce serait peut-être plus la question de cet héritage matériel, immatériel, et l'emploi pérenne ou pas, et comment les choses se font. Moi, j'ai l'impression que, pour Paris, moi, mon sentiment, Paris intramuros, moi, j'ai toujours l'impression, quand on rajoute quelque chose à Paris, on rajoute encore une couche de confiture sur un gâteau qui en comprend beaucoup pour attirer des gens qui sont déjà là. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais de toute façon, à Paris, c'est ce qu'on avait vu avec Marie, des gens viendront à Paris pour les Jeux qui empêcheront les touristes de venir à ce moment-là parce que c'est comme ça que les choses se fabriquent et qu'on aura de toute façon beaucoup de monde à Paris, ça c'est sûr, et que l'avenir touristique de Paris n'est pas, pour l'instant j'espère, menacé. Mais pour ce qui est des territoires qui sont plus en périphérie, je pense qu'il y a vraiment un enjeu formidable qui est pas nouveau, qui est un enjeu dont les habitants de ces périphéries et de la Seine-Saint-Denis ont déjà pris la mesure et ont déjà mis en place des actions, mais l'occasion des Jeux, et à ce moment-là, le point de vue culturel, évidemment, est absolument important, c'est de participer à une appropriation par les habitants de leur richesse culturelle, quelle qu'elle soit. Et ça va évidemment de la musique à peut-être au sport, à la cuisine, au théâtre, et j'en passe. Je ne sais pas si vous connaissez il y avait eu un film qui, pour la première fois, montrait non pas une opposition entre les paysages de la banlieue, entre la banlieue des pavillons et la banlieue des grands ensembles, mais finalement que les deux faisaient héritage, faisaient patrimoine d'une certaine manière. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si les personnes responsables de l'environnement culturel arrivent à mettre en valeur la culture qui est produite, la culture existante et la culture de l'architecture, mais par les gens eux-mêmes, ces gens-là seront formés et pourront ensuite continuer à travailler sur ces sujets. Moi, j'ai en mémoire l'exemple de la maison de la banlieue, c'est pas dans Seine-Saint-Denis, c'est dans le Val-de-Marne, qui avait formé pendant assez longtemps et de manière assez bonne des jeunes à faire visiter leur quartier. Et un an après, je reviens les voir et je dis ça continue, ça marche toujours, vous avez beaucoup de clients. Il me dit non, parce qu'ils ont tous trouvé, partout ils sont partis, et cette formation-là leur a permis de trouver d'autres travaux à faire. Et j'avais trouvé ça formidable, pas seulement parce que c'est pas intéressant de faire visiter son quartier, c'est sûrement très bien, mais ce mouvement-là avait créé d'autres dynamiques. Voilà. D'autres questions ? Alors, je n'ai pas le droit de traiter les deux questions, j'ai compris. Hein. Bon, sur l'héritage immatériel, les Jeux Olympiques, c'est une affaire de co-construction, c'est une affaire de responsabilité collective. Il faut rappeler que le comité d'organisation, c'est une start-up qui devient une entreprise et qui disparaît. C'est quasiment statutaire. On commence à 30, on finit à 5000 personnes, et ensuite, en 25, il n'y a plus personne. Ça veut dire qu'il faut que toutes les graines qui ont été plantées pendant l'organisation des Jeux, il y ait des relais pour les arroser et pour faire planter, pour faire pousser la forêt. Et c'est là où la co-construction avec les partenaires publics et les partenaires privés est fondamentale. Un des points qu'on a mis en avant sur les Jeux de Paris 2024, c'est l'utilité des Jeux. C'est la notion d'utilité des Jeux. Cette utilité, elle n'est pas uniquement quantifiable sur le plan matériel, y compris en comptabilisant le nombre d'emplois. Elle est aussi dans la modification de certaines pratiques.
il y a pour nous la volonté de faire travailler ensemble des entités qui ne travaillent pas beaucoup ensemble, notamment parfois dans la relation entre le privé et le public. Et il y a des choses à inventer dans ce domaine qui peuvent perdurer au jeu et modéliser après les Jeux quelque chose de plus contemporain. Sur la ville de Paris, je voudrais revenir sur ce point. On peut penser Paris, on peut penser banlieue, on le fait. On peut aussi penser métropole. Aujourd'hui, Paris est une ville, est une grande capitale et une petite ville. Si on la compare aux autres capitales du monde, Paris est enfermé par un périphérique. Et notre volonté, c'est de franchir aisément le périphérique, voire de faire comme s'il n'existait plus pendant les Jeux. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que sur le plan de la culture, on a mis en place un groupe de travail commun à l'initiative des collectivités entre Paris et la Seine-Saint-Denis pour construire ensemble les éléments de programme culturel. On ne peut pas penser Paris contre ou banlieue contre Paris. Et on va même un peu plus loin. Nous sommes en train de travailler sur des échanges entre Marseille et la Seine-Saint-Denis, par exemple, parce qu'on sait que nous avons des problématiques communes de type social, etc. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que je ne souhaite pas qu'on ait une lecture trop archétypale de la banlieue et de Paris. Paris, ça n'est pas que le Louvre, la Joconde et la Tour Eiffel. Il y a aussi des populations en difficulté dans Paris. Et la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas uniquement le street art et le hip-hop. Il y a aussi d'autres éléments qui fondent ce territoire et qu'on doit révéler et qu'on doit mettre en valeur. Donc notre travail principalement sur cette zone du territoire national, puisque je rappelle que l'Olympiade culturelle, elle touche tout le pays, départements et territoires d'outre-mer compris. Je rappelle que les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer sont un très large réservoir d'athlètes de très haut niveau pour le pays. Et ce serait absolument scandaleux de ne pas s'y attarder. Donc notre enjeu, c'est qu'on donne aussi l'image d'un pays plus réel peut-être que sa lecture internationale. Nous ne sommes pas, la France, que Édith Piaf, la Joconde, les vins de Bordeaux, le camembert, les impressionnistes. Paris est une capitale des mathématiques. On a une culture scientifique et technologique de premier plan. Paris est un endroit où les meilleures écoles au monde de films d'animation existent. Et les meilleurs studios travaillent. Et tous les Américains qui font des films d'animation viennent en réaliser une partie chez nous. On ne le sait pas. Paris, c'est la capitale mondiale du luxe et de la mode. C'est 150 milliards d'euros d'économie. Le luxe et la mode, Paris est la première capitale d'exportation. 80% de ces 150 milliards sont à l'export. 30% des dépenses des touristes à Paris vont dans ce secteur. Donc la France, au-delà de Paris, sera la voix de la France et peut-être nous serons un peu la voix de l'Europe dans l'échange Asie, Europe, États-Unis, puisque je rappelle que si on suit les Jeux d'été et d'hiver, on a Tokyo, Pékin, Paris, Milan et ensuite Los Angeles. On voit un peu plus clair que d'habitude sur la longueur du temps, sur la durée du temps. Donc on aura peut-être aussi une responsabilité un peu européenne pour incarner ce que nous sommes entre les deux mastodontes que sont les États-Unis et la Chine. Donc ça signifie une chose très claire, c'est que dans l'héritage immatériel, il n'y a évidemment pas que du comptable. Il y a des choses qu'on ne saura pas comptabiliser. Artistiquement, la trace, elle est toujours présente dans les mémoires et aussi, je dirais, culturellement dans les pratiques, à la fois entre les acteurs qui ont les responsabilités, qui ont les manettes de la transformation sociale, urbaine, politique, économique, mais aussi chez les gens. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'accompagnement des chantiers, par exemple, c'est qu'on espère que l'accompagnement des chantiers ne sera pas uniquement pour faire passer les milliers de camions, mais aussi pour qu'il y ait un regard différent des habitants porté sur leur propre territoire, leur propre langue, leur propre multilinguisme. Et que de ce qui est perçu habituellement comme une difficulté sociale, on en fasse une richesse pluriculturelle et de diversité culturelle, ce qui, je le rappelle, est une valeur de l'olympisme. Oui, pour
pour revenir sur la question comment on assure dans la durée un impact positif, tu parlais des questions de services, d'emploi, etc. Pour moi, fondamentalement, la question de l'héritage, ça passe par mettre en responsabilité les acteurs qui ont un intérêt à cet héritage, et donc ça veut dire que les collectivités doivent vraiment être à la manœuvre pour ces questions. Et après, il y a plein de choses que l'on peut faire, hein. Bien entendu, des programmes de formation, les clauses d'emploi local dans tous les énormes marchés qui vont se réaliser pendant 4 ans. Il y a plein de choses à faire, mais vraiment mettre les collectivités au cœur de cette question de l'héritage, que ce soit sur les questions de logement, d'emploi, et puis tout le reste, hein, bien sûr, la culture et tout le reste. Je pense que c'est quand même la clé, sachant qu'elles ne sont pas à la manœuvre pour l'événement, fondamentalement. C'est quelque chose qui est de niveau national, international, mais voilà, la question de l'héritage, c'est vraiment leur priorité, leur sujet. Alors, je fais une dernière remarque avec ma casquette Efficacity sur les questions d'héritage, peut-être immatériel, c'est que je pense que c'est aussi une responsabilité des JO d'être exemplaires, alors dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine de la transition énergétique en particulier. Et si on se souvient que la COP21 a lieu à Paris, on se dit il y a quand même, forcément, on va essayer d'être les jeux les plus verts du monde. Et là, je voudrais souligner un petit sujet, c'est que depuis 15 ans à peu près, tous les jeux sont les plus verts du monde. Et les suivants, déjà, on nous annonce qu'ils seront les plus verts du monde. Los Angeles sera, et déjà. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose où Paris pourrait innover. C'est je suis le plus vert du monde, mais je le démontre, je le prouve. Et alors, Efficacity et d'autres, aujourd'hui, on commence à être capable de mesurer de façon objective, de quantifier les impacts environnementaux d'un projet d'aménagement, comme par exemple le village olympique. Et donc, mettre en place un référentiel de mesures objectives, et si possible par un tiers indépendant, mais dans le détail, en quoi l'impact environnemental aura été très positif, ou aussi positif que possible, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, ça serait quelque chose une exemplarité qui sans doute bénéficiera non seulement à tous les Jeux olympiques futurs, mais à tous les grands projets d'aménagement futurs, d'avoir cette transparence sur les impacts environnementaux, ce que l'on n'a pas toujours. Si je peux me permettre sur ce point, c'est vrai que la question de green, en quelque sorte, est une question importante et une question stratégique, mais il ne faut pas non plus oublier le fait de l'inclusif. Et je crois que cet aspect inclusif, et Paris est vendu aussi, Paris 2024, c'est aussi ça. C'est les jeux les plus verts, mais les jeux inclusifs. Et des jeux inclusifs, c'est des jeux pour tous. Et donc, il ne faudrait pas, parce qu'on l'a oublié trop longtemps, la question environnementale, que finalement, le côté inclusif et le côté social du développement durable passent à la trappe. C'est aussi le handicap. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi le handicap. C'est dans l'histoire des Jeux, la première fois que l'emblème est symboliquement identique pour olympique et paralympique. Quelqu'un? Grim? Yeah, I think at their best, major events can generate new experiences, cross-cultural exchange, international cross-cultural skills, memories and innovation, and generate lasting effects. Exposure to the new and challenging, for example, the Paralympics. In London, I went to the Paralympics. It was one of the few life-changing events that I've ever been to. The main Olympics, far less so. I'd encourage anyone to go to your Paralympics, the Olympic Games. Absolutely amazing. And we didn't really know beforehand what the experience was going to be, but it was truly life-changing. Diverse culture, trade in one event place. I give the example of Expos, which is one of their prime rationales. Thematic experience. I mean, the Venice Art and Biennale, Venice, the first Biennale that's been going since the late 1800s. Examples of the permanent pavilions and temporary art and architecture biennales, which are strongly thematic. For some, the event experience may have been enough, but for others, building on or revisiting the event is needed and desired. So this ongoing dialogue and relationship, which needs to be part of the event planning and operation rather than an afterthought. An example is Milan Expos. They had a pavilion of social innovation under the third sector,
which set in train a dialogue both nationally and internationally. Or in London, the Global Disability Innovation Hub, which was set up after London 2012, which came out with a disability access in terms of the design of the site. They now run a master's degree in disability innovation design. They have an annual symposia. They have international exchange with Tokyo 2020 coming forward, and assistive technology design projects in Africa. These are just, a few examples, I think, of the less known aspects, which came directly out of the events themselves. I'll say a little bit about security, because nobody probably wants to, it's a very maybe boring or mundane topic, but the risk of securitization of event sites and access is evident during the construction, event operation, and even after use stages. This can create major problems and conflict for residents, visitors, which does need greater attention in event planning. Events can be overly secretive, which does contradict their often public versus their public funding status. So issues of access, social exclusion, discrimination, control, and private versus public security, important, creates distrust and conflict, which can undermine the event identity and even their objectives. London was an interesting example. We had a private security firm, G4S, who used to run our prisons, amongst other security, nationally. They lost their contract shortly before the games at national government, high-profile scandal. So our army had to be brought in at very short notice, coming back from the Iraq war, another political issue, but so very tired soldiers that were coming from an extreme war zone to manage the security of a fairly peaceful event like an Olympic Games. An army of volunteers and ambassadors and army, and this is very successful on both fronts, particularly the volunteer program. In contrast, the post-event management of the Olympic Park, our legacy, is run by a private security firm with some arbitrary restrictions on taking photographs and some activities. So the lesson from the Games itself has been lost, but that lesson was quite strong. The ambassador volunteer program really was a significant legacy with a whole range of people getting access to volunteering that gave them confidence and gave them access on their CVs to jobs. So I can't underestimate the importance of that ambassador program. And the public were highly receptive to army. In other countries, it would be negative. It would see, because they have an anti-army or anti-military stance. But for various reasons, it was much more acceptable for the army, because it was very, very joyful even, good repartee going on, rather than a private security firm that's anonymous and a commercial firm that's really doing it for money. So those are interesting lessons to learn from the security aspect. Yeah. Ok, thanks. Allez, nous avons encore un peu de temps pour quelques questions dans la salle sur les différents aspects qui ont pu être abordés sur l'héritage matériel, l'héritage immatériel, la façon dont... Ou la sécurité, bien sûr, ou les fables de La Fontaine. Non, mais moi, je peux dire un mot sur la sécurité si personne... Là. Bonjour, Stéphane Saint-Gier, Cap Digital. J'ai une petite question parce que on a proposé en 2017 au CGET qui demandait qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'innovant pour les JO. Donc on est un pôle de compétitivité. On a proposé différentes solutions. On a rédigé une petite note de 3 pages. Et par rapport aux interrogations que vous avez, on avait un certain nombre de solutions. Je pense notamment, par exemple, on préconisait la création de fan zones en transformant les grandes portes de Paris en futures grandes places de la métropole du Grand Paris, et qui permettraient d'accueillir justement tant des jeunes et des moins jeunes de banlieue et également de Paris, dans des lieux où ils pourraient fraterniser, ça serait plus facile pour les transports, ça ne serait pas une seule fan zone centrale. On continue de parler de ces sujets-là, par exemple avec Solideo, qui nous dit non, nous c'est pas chez nous, et en fait on n'arrive pas à trouver avec qui on doit en parler. C'est-à-dire qu'à un moment on nous a consulté, il fallait trouver des idées pour construire le dossier, et aujourd'hui il n'y a pas de suite. Donc comme c'est dans plus très longtemps, on va dire dans 4 ans et quelques mois, s'il y a des règles d'urbanisme à mettre en place pour justement créer ces espaces, à qui doit-on s'adresser ? Alors, plusieurs éléments de réponse. Je pense que quand vous m'avez regardé fixement, j'imagine que cette question m'était destinée.
D'abord, un petit laïus très court sur la sécurité. Il faut bien savoir de quoi on parle. Il y a deux questions de sécurité différentes. Il y a la sécurité du public pour n'importe quel événement. Moi, j'ai organisé à la Fan Zone coupe finale du championnat du monde de football sur le Champ de Mars. On était beaucoup plus inquiet de la gestion de la foule que des attentats. Donc il y a deux sécurités. Il y a la sécurité de la gestion des masses de public, des flux. Il y a la sécurité de l'exogène, c'est-à-dire de l'élément extérieur à l'événement qui vient apporter un fait de type attentat ou autre. Et ce n'est pas du tout la même façon de penser. Autant on confie la sécurité endogène à du privé, autant la question de la sécurité publique est vraiment celle des pouvoirs de l'État. Il faut bien redire cette chose-là. Aujourd'hui, l'ordre public et la sécurité dans la rue, c'est l'affaire de la police de Paris, de la préfecture de police. Ce n'est pas l'affaire de la ville de Paris ou du comité d'organisation. Mais ça se construit, ça se travaille ensemble, bien évidemment. Donc ça, je voulais rajouter. Par ailleurs, j'ai malheureusement eu l'expérience de vivre les attentats à Paris, à côté de la mer de Paris, et en étant responsable de toute la vie événementielle, y compris l'organisation des commémorations, etc. Et ce que je comprends, c'est que les failles, entre guillemets, potentielles de sécurité sont toujours là où on n'a pas prévu de la sécurité. Donc je ne suis pas, moi, personnellement, inquiet sur les zones de célébration qui seront totalement sécurisées, hyper surveillées. Alors, il peut toujours y avoir un problème, et je le dis avec modestie, mais en même temps, on sait que quand on a un attentat, ce n'est pas forcément à l'endroit où on l'a prévu. Et on a tout de même maintenant une expertise, malheureusement, dans ce domaine, qui fait que la France fait partie des pays qui sont capables, il y en a d'autres, hein, comme le Royaume-Uni par exemple, qui savent organiser de grands événements en sécurité, ce qui n'exclut pas le risque et ce qui n'exclut pas le problème. Alors après, sur la question que vous posez, il y aura évidemment des fan zones, des zones de célébration qui seront dans le centre de Paris. Il y en aura aussi en Seine-Saint-Denis. Elles ne sont pas toutes fixées. Tout n'est pas arrêté dans ce sens, mais l'idée de créer une fan zone intermédiaire aux portes de Paris me paraît techniquement extrêmement difficile à réaliser. Et là, il n'y aura pas que le comité d'organisation pour vous répondre ou les collectivités, il y aura beaucoup l'État et il y aura beaucoup la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur pour avoir un avis sur ce point. Pour avoir travaillé à la fermeture du périphérique et avoir coprésidé avec le directeur du cabinet du préfet de police pendant 5 ans une commission d'arbitrage sur les événements dans Paris, je peux vous dire que le dialogue est parfois très difficile. Donc après, si vous avez des propositions à envoyer, il faut l'envoyer à la direction de la célébration, qui fait partie d'une direction du comité d'organisation Paris 2024. En sortant, je vous donne le contact. Vous leur adressez vos propositions. Elles seront évidemment examinées. Mais ce n'est pas une équation où Paris 2024 est seul décideur, loin de là. D'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, Nathalie Baudson, École des ingénieurs de la ville de Paris. Il y a quelques années, les élèves ingénieurs en dernière année, donc finissant, font un voyage d'études à l'international. Et c'était en 2010. Il avait porté le sujet sur les grands événements, Jeux Olympiques, Expo universelle. Et la question qui s'était posée, c'était de l'éphémère au durable, point d'interrogation. Et ils avaient pris 3 sites, Barcelone, Shanghai et Londres. Et en reprenant l'historique loin en arrière. Et ce qui était fort intéressant, et par rapport à l'héritage culturel de ces grands événements, ces grands ensembles, c'est que c'était très, à chaque fois, empreint de la problématique du temps. C'est-à-dire comment Londres, en 1948, prenait des zones industrielles utiles pour les JO, comment Barcelone a adossé à Séville, à l'Expo universelle, la notion d'innovation qui était dans l'air du temps par rapport à toute la version numérique qui avait le vent en poupe à l'époque
qui va avoir un impact sur la gestion de la ville. Donc, de l'éphémère durable, et pas seulement la ville durable, ça peut être aussi intéressant de voir comment de futurs ingénieurs peuvent aussi faire un travail historique par rapport aux futurs projets sur lesquels ils doivent travailler là pour 2024, pour avoir un mode à penser aussi qui peut être tourné, je pense à Montréal sur l'accessibilité, où donc un groupe d'élèves ingénieurs IVP sont partis pour voir que l'impact des JO était aussi des concertations, des coopérations qui n'existaient pas avant, avec collectivités, architectes, etc. Donc, ça veut dire qu'au travers des grands événements aussi, on peut peut-être amener à penser des élèves ingénieurs autrement pour appréhender des grands projets, pour les rendre durables. Je pense qu'en effet, il faudrait être en capacité aussi de mesurer qu'est-ce que ça produit en termes de politique publique, et notamment en termes de coopération. Et quoi qu'on en pense des JO, quoi qu'on en pense aujourd'hui des discussions qu'on peut avoir sur le contenu de l'Olympiade culturelle, sur le narratif, moi je constate aujourd'hui que ça permet en effet à l'ensemble des collectivités de se retrouver ensemble pour discuter des objectifs, en l'occurrence de l'Olympiade culturelle, puisqu'on a un sujet commun, et en effet de le faire avec Paris. Ce qui n'est pas rien, vous le savez, dans ce qui est la France aujourd'hui, dans la façon dont sont réparties les compétences des collectivités. Je crois que c'est une chose à ne pas minimiser. Et je pense qu'en effet, il faudra aussi tenir compte, sans doute, de cet héritage, c'est-à-dire de voir comment aussi, au sein des propres collectivités, de leur administration, de leur organisation, comment ces choses-là ont des impacts, et y compris en termes de métier au sein même de ces collectivités. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi en termes d'héritage. Et en tout cas, pour le vivre concrètement, je ne veux pas dire ce qui va se passer dans 10 ans, mais c'est vrai que là, je dirais que ça provoque une accélération. Mais je pense qu'effectivement, les grands projets, alors que ce soit donc les Jeux Olympiques en tant que méga événement, mais d'autres types de grands projets, ont une vertu, c'est qu'ils créent du lien entre des acteurs qui avaient jusqu'alors des difficultés à se parler. Et donc ça, c'est un héritage qui, effectivement, doit être pris en considération. Et la façon de le prendre en considération, nous, on travaille donc dans un observatoire de recherche sur les méga-événements. On essaye d'identifier l'ensemble des actions qui sont conduites par les acteurs et les participants aussi à différentes actions. Et par ce biais, en identifiant qui porte les actions, mais avec qui aussi ils coopèrent, on a une trace de ces coopérations. Et on peut reconstruire en quelque sorte l'héritage qui peut être associé à ces coopérations. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour l'ensemble des acteurs. Et je voulais ajouter, parce que ça revient à la question qui a été posée au début, au niveau des rôles qui sont clés ou qu'on devrait protéger, c'est ce concept de médiateurs. Ça qui vraiment c'est essentiel quand on parle sur les nouvelles façons de travailler collectivement. Et on a beaucoup d'années des exemples quand ça marche pas. Il y a toujours des individus qui ont un rôle clé. Et ce n'est pas toujours la personne qu'on voit. Parce qu'il faut avoir des capacités spécifiques pour faire les ponts, des bridge builders. Les grands défis, toujours, pour travailler à un niveau transversal et cross-sector, c'est la question du langage, de parler le même langage, si on comprend les différents types d'agenda. Les événements donnent un calendrier commun et une plateforme très visible, et alors il y a peur de l'échec, et alors on s'efforce d'essayer quelque chose qu'avant on n'avait pas tellement de pression pour faire. Mais normalement, les types de nouvelles connexions et de collaborations qui marchent bien, pas uniquement dans le contexte de l'événement, mais après, sont les résultats des individus avec des capacités très importantes pour avoir ça. Et c'est la question que on ne peut pas l'apprendre au niveau des modèles écrits, ce n'est pas une formule qu'on peut répliquer à niveau institutionnel. C'est le résultat de trust building, de faire confiance, et ça prend le temps, c'est très, très lié à la façon de faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour identifier ça, les médiateurs et l'importance des médiateurs pour créer
les types de relations qui est sustentable, non? Et qui c'est durable, année après que l'événement est fini. C'est oui, on documente ça. Ok, mais je crois qu'on va s'arrêter sur cette conclusion. Je remercie l'ensemble des participants, thanks Green also, l'ensemble des participants pour leurs interventions, le public de qualité, si ce n'était pas la quantité. Et j'espère que cette table ronde vous aura intéressé et n'hésitez pas à venir nous voir, même si vous n'avez pas osé prendre la parole avant, nous sommes encore disponibles un petit peu.